Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 12 décembre. 2 ans de prison avec sursis requis contre le gendarme. Le procès du drame de Joué-les-Tours s'est déroulé hier toute la journée. La mère de Mélanie, très peinée, s'est dite très en colère contre l'attitude du gendarme. Le vote du budget aujourd'hui au Conseil général d'Indre-et-Loire, 23 voix pour, 13 contre. La socialiste Claude Roiron s'est abstenue, un débat très tendu. Et puis nous reviendrons sur le crash de l'Alpha Jet qui s'est écrasé mercredi soir sur un foyer pour handicapés près de Tours, faisant un mort et 4 blessés. Quelles sont aujourd'hui les hypothèses envisagées pour expliquer ce dramatique accident? C'est ce que nous verrons dans notre édition. Bonsoir à tous. 2 ans de prison avec sursis requis contre le gendarme. Le procès du drame de Joué-les-Tours s'est déroulé hier toute la journée dans une très vive émotion. Le 30 mai 2011, Mélanie, 10 ans, a été tuée sur le coup par un véhicule de gendarmerie dans le quartier de la Rabière. La maman de Mélanie s'est dite scandalisée par l'attitude du gendarme. Le jugement devrait être rendu le 5 février prochain. Audrey Champigny et Anis Michaud. 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 1 an. Le procureur, dans ses réquisitions, s'est appuyé sur le dossier, affirmant que pour lui, Grégory Potiron n'avait pas pris de risque sciemment, mais que l'accident était dû à de l'inattention et de la maladresse. L'avocate de la défense, Maître Valade, est pour sa part revenue dans sa plaidoirie sur des facteurs extérieurs pour expliquer l'accident. Pneus dégonflés et taches de gazole, concluant que son client ne serait donc pas responsable pénalement. Elle a également évoqué le mal-être de Grégory Potiron depuis l'accident. Le gendarme a même fondu en larmes lorsque son avocate a évoqué des difficultés à se sentir bien avec sa propre fille de 7 ans. Mais pour Delphine Moreno, la maman de la petite Mélanie qui a perdu la vie lors de l'accident, le prévenu a eu depuis le drame un comportement tout à fait déplacé. Je conduis un véhicule, je fauche une classe entière. J'ai 4 enfants sous mon camion. Il y en a une qui décède. Déjà, je suis pas très bien. Mais je vais pas pleurer au bout de 7 mois mon permis à la cour d'appel d'Orléans. D'une. Là, on apprend aujourd'hui qu'il a repris son poste. Ce qui me scandalise. Pour l'avocate de la famille Moreno, les réquisitions sont plutôt satisfaisantes. La peine requise me paraît une peine adaptée dans ce genre d'accident. Je le dis, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de stupéfiants. J'ai apprécié qu'il requiert une mesure au niveau du permis de conduire. Pour sa part, Delphine Moreno attendait bien sûr beaucoup plus de cette audience. Très déçue, ça c'est évident. Je n'ai aucune réponse à toutes les questions que je pouvais me poser. En tant que maman, j'ai très mal parce que j'ai plus ma fille. J'attendais que cette personne ait le courage d'avouer même la moindre petite faute. J'ai eu quelqu'un en face de moi qui, pour moi, n'est pas honnête. Même s'il a voulu faire des excuses, je ne l'ai pas regardé parce que pour moi, elles ne sont pas sincères. Le tribunal a mis sa décision en délibéré. Il a donc jusqu'au 5 février pour choisir entre relax et culpabilité. À Savigné-sur-Lathan, en Indre-et-Loire, hier soir, un bébé de 21 mois est décédé dans un accident de circulation. Au lieu-dit la Gitière, le véhicule a percuté un poteau EDF. Le conducteur, le père de l'enfant, est en état de choc, a été hospitalisé. La grève chez Fil Bleu ce week-end à Tours. On jette un coup d'œil rapidement sur les perturbations. Demain, pas de circulation pour le tram jusqu'à midi. 50% du trafic, vous le voyez, assuré. En revanche, pour les bus, et puis c'est sensiblement la même situation prévue pour la journée de dimanche. Une grève qui met en colère les commerçants. Il faut dire que la période de Noël est une période stratégique, florissante pour leur chiffre d'affaires. Mais vous allez le voir, les usagers de Fil Bleu sont aussi très en colère. Ils ne pourront pas se rendre en ville pour faire leurs courses de Noël. Madjene Sangaré et Lucie Martinez. Voici une image que vous ne verrez pas demain matin. Il y aura bien des sapins de Noël dans les rues, mais pas de tramway. Les salariés du groupe Fil Bleu ont décidé de faire grève juste avant les fêtes. Pas vraiment un cadeau pour les commerçants, car pas de transport en commun signifie moins de clients. Sur les chiffres à réaliser au moment de Noël, vous avez certaines boutiques qui ont besoin de ce chiffre-là. S'ils ne le réalisent pas, ça va être très très mauvais pour eux. Forcément, on va avoir beaucoup moins de monde en ville. Nous, en tant que commerçants, en pleine période de Noël, ça va poser forcément un petit souci.
Moins de clients, ça veut dire moins de chiffre d'affaires. Grève fil bleu, je trouve ça lamentable. C'est une prise d'otage des commerçants. Le commerce est pas facile déjà, donc c'est inciter les gens à ne pas venir en centre-ville. Donc c'est vraiment très très dommage. Des lignes surchargées, un temps de pause trop court. Les grévistes dénoncent une mauvaise organisation du travail en pleine période d'achat. C'est là qu'ils vont plus se faire entendre, je pense. Mais bon, c'est vrai que pour nous, franchement, ça nous dérange beaucoup. Moi-même, je suis utilisatrice du tram. Je voulais faire du shopping demain avec ma fille, donc je ne descendrai pas. Sur l'ensemble du réseau, seul un bus sur 2 circulera demain et la grève sera reconductible dimanche. Et le travail du dimanche, nous en parlerons à la fin de ce journal avec William Montoya dans le cadre du projet de loi du ministre de l'économie Emmanuel Macron pour déverrouiller l'économie. En bref, 2 repreneurs pour Arer, Air Liquide et Noblage ont été désignés par le tribunal de commerce de Tours. Arer, spécialisé dans l'assistance et l'hospitalisation à domicile en région centre, avait été placé, je vous le rappelle, en redressement judiciaire le 22 juillet dernier, suite, je cite, à des erreurs de gestion. Le vote du budget aujourd'hui au Conseil général d'Indre-et-Loire, investissement en baisse, légère hausse de la fiscalité concernant le foncier bâti. Le budget a été voté il y a moins d'une heure à 23 voix pour, soit l'ensemble de la majorité socialiste, excepté Claude Roiron qui s'est abstenu, et 13 contre, un débat très tendu en session. Florent Carrière. Esprit tendu et débat musclé. Les élections ne sont pas loin. Et dans certaines bouches, les déclarations ressemblent parfois à un discours programmatique. Votre budget 2015 me semble un budget sans illusion, un budget PPP, à la manière de perdu pour perdu, on continue. Je prends l'engagement pour la campagne de mars de ne pas augmenter les impôts en 2016 si les Tourangeaux nous accordent leur confiance. En 2015, l'impôt sur le foncier bâti augmentera de 1,5%. Et si les temps sont durs, l'opposition critique quand même la baisse de l'investissement, seulement 69 millions d'euros en 2015. Mais sur ce sujet, Frédéric Thomas a également son argumentaire. Eh bien, vous avez financé des travaux, de l'investissement par de l'endettement. Et sans pour autant faire l'effort nécessaire pour les collèges. Les collèges, autre sujet polémique du jour, avec les PPP, partenariats public-privé, pour la construction-rénovation de 8 collèges en Indre-et-Loire. Un marché à hauteur de 50 millions d'euros. Les investissements portés par des entreprises privées, demain on devra les payer plein pot avec des frais supérieurs. Les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, le financement de nos collèges a été indigne. Et sur ce point, la droite et le centre ont trouvé une alliée objective, Claude Roiron. Un rapport récent du Sénat, un rapport de la Cour des comptes, l'ensemble des spécialistes des finances publiques considèrent que les PPP, ce sont des partenariats très coûteux, très dangereux, à risque pour les collectivités. On a choisi, compte tenu de l'urgence, de la complexité du sujet, de l'aspect financier, cette procédure qui a été validée par une mission interministérielle au PPP, qui nous a donné un avis favorable. Un budget 2015 encore plus marqué donc par la crise des finances publiques et sur lequel Claude Roiron s'abstient, ultime bras d'honneur à sa majorité avant le renouvellement de l'enceinte départementale. On va me dire que, évidemment, je vais aller en Normandie, je ne m'intéresse plus à tout ça, je ne comprends plus tout ça. D'accord. Le débat politique de libre-échange ce mois-ci, départemental 2015 à gauche comme à droite, les partis se mettent en ordre de marche. Alliance ou non, que préparent les principales formations politiques du département pour les 22 et 29 mars prochains? On regarde un extrait. On assiste à ce petit marchandage, cette petite cuisine, je te donne un canton, si tu viens, c'est absolument pathétique. Oui. Cette majorité qui dit qu'elle veut poursuivre, elle s'est déchirée depuis 7 ans. Les Tourangeaux, ils n'en veulent plus de cela. Parlons du bilan, arrêtez. On parle du renouvellement. C'est une nouvelle façon de voir la politique et de voir les relations avec nos partenaires. Alors si on dit qu'on fait le renouvellement, c'est pas avec les anciennes méthodes. Et donc c'est notre façon, la moitié des postes sont ouverts. Sauf quand on tourne, si vous partez divisé, vous le perdez. Ne comparons pas une élection nationale et une élection locale. Ne confondons pas les positions nationales et les positions locales. Oui, voilà. Et donc il faut trouver la réponse à justement cette difficulté de perception qu'il y a. Le bilan, il est bon, je l'ai dit. Il est difficile à faire partager. Un seul mot d'ordre, c'est Marine Le Pen, comme si Marine Le Pen pouvait intervenir sur la politique départementale, mais c'est un non-sens.
Libre-échange, c'est ce soir à 22h30 et demain à 19h15 sur TV Tour Val-de-Loire. On revient ce soir sur le crash de l'Alpha Jet qui s'est écrasé mercredi soir sur un foyer pour handicaper la Bélangerie à Vouvray. Vous le savez, un homme de 63 ans est mort, 4 autres ont été blessés. Les pilotes ont été auditionnés aujourd'hui par la gendarmerie de l'air. On s'intéresse ce soir plus particulièrement à cette mission d'entraînement nocturne. On le sait, le stagiaire qui s'est éjecté avec son instructeur était en fin d'apprentissage, mais en l'absence de boîte noire dans l'Alpha Jet, l'enquête s'annonce complexe. Quelles sont les différentes hypothèses qui peuvent expliquer cet incident technique? On tente d'y répondre avec Romain Delville. Pour comprendre les circonstances et les causes du crash de l'Alpha Jet, il va déjà falloir comprendre le vol d'entraînement qui a conduit à l'accident et au décès d'un résident du foyer de la Bélangerie. Dans ce vol d'entraînement nocturne, l'avion de chasse a décollé de la base aérienne 705, a effectué une boucle avant d'opérer une manœuvre de touch and go. Cette manœuvre consiste à se poser sur la piste avant de redécoller sans effectuer d'arrêt complet de la machine. Et selon les premiers témoignages des pilotes, c'est au redécollage que l'équipage, composé d'un pilote stagiaire et d'un pilote instructeur, a dû faire face à une panne rapide. On est dans une phase où on vient de quitter la piste, après une remise de gaz. Et donc là, les secondes sont comptées. La décision doit être très rapide. Il faut avoir un jugement très sûr pour éviter justement la non-décision qui généralement entraîne un drame beaucoup plus lourd. Selon le commandant de la base, l'équipage a alors adopté les meilleures mesures qu'il pouvait prendre et a invoqué la fatalité. La fatalité, c'est une panne moteur à la remise des gaz ou un objet extérieur qui met le feu à un moteur. Sauf qu'en cas de panne moteur, le bureau enquête accident de l'armée de l'air devra déterminer si des responsabilités peuvent être engagées quant à la préparation de l'appareil. De son côté, la DAPI, qui gère le site de la Bélangerie, a décidé de se constituer partie civile, aussi pour avoir accès aux éléments de l'enquête en cours. Ce qu'on attend, c'est surtout la transparence de l'enquête, parce que pour le moment, on est un peu mis à l'écart, puisque du coup, c'est la police militaire qui intervient. Ce qu'on voudrait savoir et pouvoir ramener, en fin de compte, auprès des parents, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut expliquer cette situation qui est vraiment dramatique. Donc l'attente, elle est forte, en fin de compte, sur les causes. En parallèle de l'enquête militaire et technique, une enquête judiciaire a été ouverte pour blessures et homicides involontaires par la procureure d'Orléans Yolande Renzi. Les auditions des deux pilotes ont été menées aujourd'hui par la gendarmerie de l'air et les réacteurs, pièces à conviction majeure dans ce dossier, seront analysés pour savoir si des défauts peuvent être décelés ou auraient pu être décelables. J'ajoute ce soir que les 19 résidents de la DAPI, la Bélangerie, qui vivaient dans le bâtiment impacté par le crash de l'Alpha Jet seront pris en charge dans l'ancien hôpital désaffecté de Château-Renaud en attendant la reconstruction de leur bâtiment dans 2 voire 3 ans. L'inauguration du CERTEM aujourd'hui, centre d'études et de recherche technologique en microélectronique, en présence des élus. 2000 m² de nouveaux locaux installés sur le pôle industriel et technologique à Tours Sud. Le bâtiment financé par Tours Plus abrite 2 salles blanches, une surface totale de 1300 m². Un centre de recherche qui est aujourd'hui l'un des piliers du pôle de compétitivité, sciences et systèmes de l'énergie électrique. Une nouvelle phase commence donc aujourd'hui. Il s'agit d'axer la recherche sur l'encapsulation des puces électroniques, comme nous l'explique André Champigny. Au cœur du pôle industriel et technologique de Tours, une nouvelle plateforme de recherche microélectronique vient de voir le jour, le CERTEM+. Objectif pour ce centre partenaire de ST Microelectronics, la recherche d'avenir, notamment sur l'assemblage de puces électroniques 3D. Des puces qui rendront les objets électroniques moins encombrants, consommant moins d'énergie, mais plus autonomes et de plus en plus connectés grâce à de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, vous voulez des téléphones de plus en plus petits, de plus en plus fins et qui aient de plus en plus de fonctionnalités. Donc les puces, on doit les prendre, les reporter les unes avec les autres, les unes sur les autres et arriver à faire ce que l'on appelle du packaging 3D. Et donc c'est ce qu'on fait ici. On prend les différentes puces, on les assemble, on les reporte, on les interconnecte. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour des applications, par exemple en téléphonie, mais aussi des applications de la vie courante, de l'électroménager ou autre. L'autre nouveauté que renferme ce bâtiment, qui aura coûté 19 millions d'euros, équipement inclus, ce sont ces 2 salles blanches. Des salles 1000 à 10 000 fois plus propres qu'une salle d'opération, la moindre poussière pouvant détruire le composant électronique, toujours plus microscopique. Ici, c'est des matériaux spéciaux de carbure de silicium qui sont dédiés à des applications
où on veut faire des gains d'économie d'énergie importants au niveau de la puissance. Une fois minutieusement découpées et assemblées, les puces sont testées et observées à la loupe 3D. On va avoir des mouvements de vibration sur des distances d'1 centième de cheveux. Et ça va nous permettre d'émettre des ultrasons et de pouvoir faire de l'imagerie, de l'électronique comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut faire avec ces outils-là un grand nombre de choses. Depuis 2006, le CERTEM, en collaboration avec l'Université de Tours et le laboratoire Gréement notamment, a réalisé une trentaine de programmes de recherche et de développement et plus de 50 brevets ont été déposés. Et on termine ce journal avec du sport. Plus que 2 matchs avant la trêve hivernale. Tour FC Clermont-Ferrand ce soir pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. 19e avec 13 points, le club est dans une position très inconfortable. Pour revenir au classement, il faut gagner ce match. Concurrent direct, Clermont est 17e avec 16 points. Certes, le Tour FC enregistre pour l'heure 4 matchs sans défaite, mais il sera très difficile de s'imposer face à Clermont. On écoute l'entraîneur. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse, jouer peut-être un peu plus direct, un peu être meilleur dans les duels, mais après avec les joueurs qu'on a, les qualités des joueurs, c'est un peu tous les mêmes, c'est technique, tous les joueurs aiment le jeu. Il faut puiser des ressources au plus profond de soi-même, quelquefois insoupçonnées. Voilà. Si on est dans la survie, peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va trouver ces ressources-là. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on reçoit William Montoya de la CFDT pour parler du travail du dimanche. A tout de suite.